podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Ted Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Bonjour! Ça va bien? Oui, je vais bien, toi? Oui! Donc, on est à la suite du premier, en tout cas de la première partie où on parlait des maisons hantées. Et on avait Oui. fait un petit spécial sur les maisons japonaises, en tout cas les endroits au Japon Au qui sont Japon. hantés. Euh, Oui. Nous, on en a quelques-unes. On en a peut-être un petit peu moins. On a un peu plus d'histoire peut-être dedans. Sauf que c'est des cas en France et à Montréal, donc au Canada. Euh, je vais commencer, mais libre à toi de m'interrompre à tout moment si t'as des informations supplémentaires, Zada. Oui. La première endroit, non, je pense que je vais commencer par la France, puis après ça, je vais passer au Canada. Donc, la première endroit, c'est le Palais des Tuileries. Donc, en 1564, donc Catherine de Médicis, reine de France à l'époque, décide de transformer des fabriques de tuiles du bord de la Seine en une demeure royale. Après la construction, elle décide d'aller, d'y déménager. Mais ça ne dure que très brièvement parce qu'elle aperçoit un fantôme. Donc c'est sûr que ça fait peur, hein? Donc on se dépêche. Donc le fantôme a un uniforme de couleur sang qui lui dit de façon un peu prophétique qu'elle allait mourir près de Saint-Germain. Ça me rappelle aussi l'histoire qu'on vient, nous, on vient de le faire, mais vous avez quand même une semaine de délai sur ton histoire du soldat proche des tours de garde au Japon. Oui, le soldat qui demandait la cigarette. Oui, exactement. Mais là, moi, c'est un fantôme qui donne des prophéties. Donc, Oh, OK. euh, Ben, ça se donc peut, hein? Tu sais, autant dans le spiritisme et tout, il y en a des, tu sais, comme des fantômes qui sont plus, tu sais, divinatoires, qui sont, mhm. ils peuvent voir un petit peu plus dans l'avenir. Il y a des spécialités dans les esprits, donc tout est possible. Mais je pense que c'est plus lui il cherchait à savoir qu'est-ce qui était pour se passer avec ou peut-être qu'il y a une certaine le temps est différent chez les esprits. Je pense pas qu'il voit tous les pathways ou les choix que les gens font, mais avec un regard externe sur comment la personne perçoit ou agit, peut-être qu'il y a des découlés qui sont peut-être plus aptes à découvrir. J'ai pas demandé aux esprits comment ils faisaient, ça c'était mais bref, lui, il savait. Donc, pour venir à l'histoire, donc ce fameux fantôme serait celui de Jean dit l'Écorcheur. Donc, c'est un boucher des Auxerres qui a vécu à l'époque de Catherine et qui a travaillé dans un abattoir proche du palais. Il aurait été assassiné par un certain Neuville à la demande de la reine qui Oh. soupçonnait, elle, qui connaissait trop les secrets de la cour, de la couronne en tant que telle. Donc, en gros, c'est un peu comme dans Game of Thrones, quand on sait trop, t'as la tête tranchée. Euh, donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, Neuville est arrivé un soir, l'a assassiné, l'a démembré. Voilà pourquoi on l'appelle l'écorcheur. À la première apparition qu'il y a eu, ça a été quand même assez rapidement. C'est le soir même où Neuville a été annoncé à la reine qu'il avait réussi son coup. Euh, En se retournant, il y a eu une vision du fantôme taché de sang, donc de Jean. Euh, Ensuite, il y a l'astrologue de Catherine de Médicis, parce que oui, des fois, on avait des astrologues et des magiciens, euh, qui, euh, qui a reçu la visite de Jean pour aviser que aviser les dangers que les constructions qu'elle a faites là, auprès des Tuileries l'amèneraient à sa perte. Euh, Évidemment, là, je pense qu'ils ont engagé comme un... Attends, je veux juste pas mélanger. Non, c'est ça. Cet astrologue-là et Catherine de Médicis ont reçu des apparitions de ce fantôme-là sur une longue fréquence. Évidemment, jusqu'à ce qu'elle décède. Donc, elle l'a vu jusqu'au 5 janvier 1589, donc le jour de son décès. Euh, L'astrologue aussi l'a vu un petit moment aussi, en tout cas jusqu'à sa propre perte. Mais il n'est pas, c'est pas les seuls qui ont vu Jean.
Là, j'ai l'air super sympathique avec lui, il était super morbide à regarder, là, mais je trouve qu'il fait pitié un peu, ce fantôme-là. Il s'est fait... déjà, il est mort, puis il n'a même pas eu une seconde de repos. Dans la même soirée, il a déjà fait des apparitions, quand même. En 1792, il apparaît à Marie-Antoinette, donc une autre personnalité quand même assez connue. Elle aurait demandé à son magicien personnel de la protéger contre le fantôme des Tuileries. Et lui-même eut droit à voir des apparitions de ce fantôme-là jusqu'à sa propre mort en 1793. On a aussi Napoléon Ier qui aurait eu l'apparition du fantôme des Tuileries quelques semaines avant sa bataille à Waterloo. L'histoire, en fait, bon, mais c'est sûr qu'il doit y avoir des cas isolés. Là, j'ai juste pris les grosses personnalités qui sortent un petit peu du lot. Et le 23 mai 1871, il y a les flammes qui s'emparent du palais des Tuileries et partent avec tout l'ensemble de la structure. Ça brûle pendant 3 jours et apparemment il y a beaucoup de témoignages de l'époque là, que les gens auraient vu le fantôme au travers des flammes. Donc c'est un peu le résumé de ce qui se passait donc au palais des Tuileries. Est-ce qu'on l'a revu, le fantôme, après Pas la après le feu. destruction du palais? Non, une fois que le feu a eu lieu, c'était terminé, c'est jamais remanifesté. C'est souvent des choses qui peuvent arriver. Mettons un fantôme ou un esprit qui s'attache à un lieu, si le lieu n'existe plus, il disparaît. Des fois, on dirait que c'est peut-être l'empreinte qui est détruite avec le lieu. Peut-être. Ou peut-être qu'il décide, il est content puis il décide de passer de l'autre côté. Tu sais, je sais pas si... on extrapole, on a le temps, là, mais par exemple, il y a un secret qu'il connaît à propos de ce palais-là, parce que, tu sais, il n'est pas vécu dedans, là, même s'il était très rattaché, mais c'est à cause de tout ça qu'il est décédé. Fait que tant que le palais est encore là, lui est resté attaché. Oui. Supposition. Oh, oui, ça se peut. En France, toujours, on a la maison forte de Régnac. Donc, c'est un château qui est situé sur la commune de Tursac, en Dordogne. Il s'agit d'un des derniers exemples de château-falaise en France. Donc, c'est vraiment impressionnant. Si vous voulez aller regarder sur Internet, c'est vraiment un château dans une falaise. Apparemment, c'est ça. Ils disent que c'est le dernier qui est en tout cas, un des derniers qui est vivable, probablement. Les autres sont peut-être un petit peu détruits. C'est un bâtiment qui a été construit au 14e siècle. Il y a une histoire quand même assez particulière qui tourne autour du seigneur de Jacquemet de Régnac. Pendant que ce seigneur-là est en place au 14e siècle, il y a une hausse de disparition des bergères. Il y a des meurtres des membres du clergé. Il y aurait des violeurs qui se promèneraient drapés de peaux. Donc, je viens, tu sais, des peaux de bêtes, là. Ouais. Puis ils savent pas trop quoi faire. C'est le début de l'Inquisition, un petit peu, là, la chasse aux sorcières a commencé un peu parce que le clergé est quand même assez présent, là, mais ça commençait, c'était à peine, là. Le seigneur Régnac décide de prendre les rumeurs au sérieux et se met à faire de la torture et des exécutions. Il enfermait des je sais pas si je peux dire des villageois, là. C'était pas beau, là. C'était vraiment dégueulasse comme histoire, là. Vraiment, il y a des cachots, tout ça, dans son château qui se servaient à que faire de la torture, de l'exécution ou du viol. Il y a évidemment, vite fait, il a très mauvaise réputation. Il se permet de la maltraitance sur ses esclaves. Bref, il torture tout sans cesse. Donc, ça lui donne une belle aura, là, joyeuse. Non, mais pour vrai, c'était vraiment c'est épouvantable. Donc, caché sous ses apparences de faux héros, c'est lui qui est coupable des actions qu'il essaie de condamner. Donc, en gros, c'est lui qui allait voler des bergères pour les violer, et ensuite cherchait dans le village le coupable, qui était lui-même, donc brutalisait des gens complètement innocents. C'est certain, en tout cas, il y a rumeur que tout ce qui était relié au viol et au meurtre de clergé, c'est relié à un propre viol que lui-même a connu auprès de l'Église plus jeune. Donc, On parle de viol homosexuel, là?
Oui, oui, ben lui, il s'est fait violer par un prêtre, là, en tant que tel. Et puis après, ben lui, il recrée ce pattern-là auprès de ses victimes. Niveau hantise, parce que là, c'est un peu dégueulasse comme histoire, mais au final, là, il décède, hein, on s'entend, c'est au 14e siècle. Il y a des pièces du château qui possèdent des empreintes énergétiques très particulières. D'ailleurs, ce que j'ai compris en ce moment, ça a peut-être changé, mais j'ai écouté un reportage sur le sujet, puis c'était une auteure qui habite là maintenant, qui le transforme un peu en musée. Puis elle est très, très inspirée avec les énergies qu'elle a, puis tout ça, puis de l'histoire du château pour écrire ses propres livres. Ça va être hyper intéressant. Je ne connaissais pas l'auteur, donc je ne l'ai pas noté non plus. Donc je sais pas, il faudrait faire des recherches, mais elle fait une belle visite guidée. Ça doit se trouver facilement sur YouTube, parce que c'est là-dessus que j'étais tombée. Donc, il y a un donjon en particulier où même les chaînes sont originales de l'époque. Donc, ça n'avait jamais été touché par après. Évidemment, une pression lourde, une sensation de lourdeur, une sensation d'oppression qui est présente tout le temps. À la fin du règne du seigneur de Régnac, c'est un sorcier alchimiste qui a acheté le château au nom de... Il s'appelait Léopold de Bonaventure. Donc, évidemment, ça donne aussi un côté sorcellerie au château par la suite. Donc, il dit qu'il faisait des tests douteux, puis il y avait des sortilèges et probablement des invocations démoniaques. Donc, c'est sûr que ça va chercher ces types d'empreintes-là aussi. Après, est-ce que c'est vrai? On ne sait pas. Évidemment, bon, ben, vu qu'il y a beaucoup de traces au niveau des communications, il y a eu des traces de PVE qui ont été enregistrées. On a quelques photos d'orbes. Il y a aussi une structure, donc, tu sais, une armure de chevalier, un peu, une statue, là, que les gens sont certains qu'il y a une âme d'enfermé là-dedans, qu'en tout cas, qu'il y a toujours quelque chose là-dedans, même si c'est immobile, il y a quelque chose de pris là-dedans. C'est l'impression que ça donne. Donc, pour vrai, si jamais ça vous intéresse, allez voir sur Internet. Il y a des superbes photos. C'est super intéressant. Une histoire incroyable. Là, j'ai vraiment un petit raccourci quand même, parce que sinon, on ne passera pas au travers du podcast. Oui, mais je veux juste mentionner que j'étais en train de regarder les images et franchement, je crois qu'il y a une émission de chasseurs de fantômes qui sont déjà allés à cet endroit-là puis qui ont enregistré des PVE. Mais ça se peut. Ça se peut parce qu'il y avait des entrevues avec des gens qui prenaient des PVE, il y avait des entrevues avec l'auteur, parce que je pense qu'il y a une section musée aussi dans le château. Oui, oui. Parce qu'elle vit dans des sections, mais elle vit pas dans tout. En tout cas, c'est beau, là. Ils ont quand même gardé l'aspect antique là, de tout ça. Super intéressant, honnêtement. Je pense que ça a l'air d'être dans un trou perdu, par exemple. Je connais pas le coin, je m'excuse, je ne veux pas vexer personne. C'est peut-être juste la façon que les images ont été prises que ça donnait cette impression-là au niveau externe. Mais ça semblait être un endroit hyper paisible. Fait que c'est drôle, des fois, comment on a l'impression que, justement, tu sais, tout a été beau, bien, puis on se rend compte que l'histoire en dessous est vraiment très sanglante. Oui, parce que, tu sais, il y a eu c'était long, puis je pense que lui, il est même pas mort sur place, il s'est enfui, parce qu'il s'est poussé avec une femme, ou je sais pas trop quoi. L'histoire est super intéressante à suivre. Mais de toute façon, en France, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de fantômes reliées à des châteaux. J'ai beaucoup d'histoires avec les châteaux. La seule chose, par contre, qui est dommage, c'est qu'il y en a beaucoup qui c'est inventé pour attirer du tourisme maintenant, parce que, bon, les châteaux, c'est pas quelque chose qui est facile à entretenir. Autant il y en a qui ont l'impression de vraiment vivre quelque chose de magique. Là. J'ai un autre cas, je pense que j'en parle pas aujourd'hui, je me l'ai mis de côté. Mais c'était vraiment intéressant là, à savoir toute l'histoire derrière. Puis même elle, je pense que ça se répétait. Je me rappelle juste plus c'est lequel. Je pense que c'est Fougeray. Faudrait que je valide. Là. Mais il y en avait un que j'avais attrapé. Je pense que je veux pas dire n'importe quoi sur lequel. Mais lors du premier podcast qu'on a fait sur les maisons hantées, à la fin, ça expliquait que ben, finalement, c'est une grande fraude. Fait que des fois, il faut qu'on fasse beaucoup de recherches pour les châteaux français parce que il y a beaucoup de fraudes mélangées avec des histoires inventées pour que ça fasse un peu de drama. Là. C'est le côté qui est un peu plate. Mais, la prochaine histoire, on ne parle pas de château, mais on parle de posséder. Hein? Oh. Ça fait changement, ça. France 1632, hein? Pour ceux qui connaissent un peu leur histoire... on va parler d'Ursuline. Donc, c'est je pense qu'il l'appelle l'affaire des possédés de London.
Donc, c'est des cas de possession auprès des Ursulines, reliés, étrangement. Donc, on va en parler un peu plus tôt avec le prêtre catholique d'Urbain Grandier à Lundun, en France. Je sais pas si je le dis comme fond. Ou Loudun, peut-être. Loudun. Loudun, peut-être? Loudun. Ça fait plus français que Lundun. Ouais. Euh, Bref, je suis sûre que je vais me faire corriger, fait qu'il n'y a pas de problème, je vous adore. Euh, Donc, c'est une époque où on est en pleine épidémie de peste et les sœurs au couvent doivent rester seules. Dans la nuit du 21 septembre 1632, la mère supérieure Jeanne des Anges et la sœur Sainte Monique entendent des voix de leur confesseur qui lui est mort et quelques mois plus tôt. Donc, ça commence avec... commence à entendre des voix. Je tiens à rappeler qu'ils sont enfermés, hein. Les sœurs, ils n'avaient pas accès à l'extérieur. Ouais, parce qu'avec la peste, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, là. Puis je pense que même quand ils sortaient pas très loin, là. C'était pas... Le 23 septembre, il y a une boule, une espèce de sphère spectrale qui traverse le couvent. Lors de la messe, 3 femmes font des grimaces, insultent Dieu en recrachant l'hostie et en l'injuriant. Donc, honnêtement, ça, c'est des moments dans l'histoire que j'aurais aimé être une petite mouche puis voir ça. Parce que c'est sûr que ça devait avoir fait une surprise, parce que, bon, c'est toutes des sœurs, là. Puis là, tout le monde devait être outré. 3 sœurs qui se lèvent, qui crient. C'est un peu le principe de... quand ça commençait à Salem, c'était comme ça, là. Tu sais, comme il y a 2 personnes qui partent en euphorie, là. Donc, se mettent à insulter Dieu, recrachent d'hostie, elles vivent une crise où se mettent à parler en latin tout d'un coup. Ça devient une obsession collective, une fascination hystérique. Les sœurs attirent la foule, parce que là, ça commence à se faire parler. Du bruit. Oui. Puis c'est une foule qui avait jamais vraiment porté attention aux sœurs. Est-elle là? Faisait partie probablement de la communauté un peu, j'imagine. Hein? Mais c'est tout. Il y a 14 autres Ursulines qui sont atteintes de la même démence. Donc, qui disent avoir vu un fantôme. Il y en a qui arrêtent de manger. Il y en a d'autres qui courent nus. Beau temps, mauvais temps. Il y a des trucs universitaires là, qui se déshabillent et qui se mettent à courir. C'est un peu la même chose, mais chez les Ursulines. Il y en a une qui dit être possédée par Astaroth. Astaro, en tout cas, je sais pas comment vous dites vous. Astaroth, ouais. Et affirme avoir vu le spectre ayant l'apparition physique du prêtre Urbain Grandier. Elles se mettent alors à accuser le prêtre d'avoir pactisé avec Satan et d'avoir fait des actes sexuels avec elle ou de les avoir ensorcelés. Et là, c'est là que ça devient intéressant, parce que, je pense que je n'ai même pas toutes... ouais. Le prêtre urbain, c'était un prêtre qui était dans la communauté, qui avait jamais vraiment été visiter le couvent. Tu sais, il se séparait quand même de ça, peut-être pour éviter, justement, les... Tu sais, j'essaie de mettre un homme en paquet de femmes, là. C'est quand même un principe pareil, là. Mettre le loup dans la bergerie. Oui, exactement, mais il était très, très charismatique et très bel homme. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Moi, j'ai vu des dessins, je le trouvais pas beau, mais on sait jamais. Hein? C'est un prêtre qui avait rédigé un traité contre le célibat des prêtres. Fait que probablement que même pour son image, c'était mieux de ne pas avoir été dans le couvent, ça. Ouais. Lui, dans le fond, il expliquait que les prêtres devraient peut-être avoir une famille, tout ça. J'ai pas lu son traité parce que je trouve que c'était pas de circonstance, mais on s'entend pour dire il y avait des idées nouvelles. Oui, mais on s'entend pour dire que s'il y avait ce type d'idée-là, il devait pas être un prêtre très chaste. Non, sauf que généralement, quelqu'un qui veut essayer d'apporter des idées nouvelles va pas aller tout faire pour planter ça non plus. Donc, je pense pas qu'il aille vraiment violer des sœurs. Surtout s'il n'est jamais rentré dans le building, là, c'est un peu difficile. Je parlais pas de viol, là. Il y a beaucoup de sœurs qui devaient être consentantes. Non, mais dans ce cas-ci, eux autres, ils l'accusent des attouchements, puis d'actes sexuels, ou les avoir ensorcelés jusque dans le lit, tu sais, puis lui, je pense pas que s'il voulait apporter son point auprès de l'Église, ça aurait été le dernier geste qu'il aurait fait, là. En effet.
mais peut-être qu'il le faisait avec d'autres femmes du village, ça c'est une autre histoire, là, mais bref. Fait que là, les sœurs se sont mis à l'accuser. Je pense qu'il a été... il avait sorti... Il était accusé, ils l'ont trouvé non coupable, ça s'est relancé une deuxième fois, puis là, ils l'ont trouvé coupable et il a fini au bûcher en 1634, donc 2 ans plus tard. Les crises ont continué continué un petit moment. La fin des exercices, parce que là, évidemment, ça a fait là, toute une vague, là. Donc, ils ont envoyé des gens pour exorciser toutes les sœurs. Ça s'est terminé en 1637, donc quand même 3 ans plus tard d'exercice non-stop dans le petit couvent de Loudun. Loudun. Ouais, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Oui. Ça se dit mieux comme ça. Donc oui, moi je trouve ça intéressant. Est-ce qu'on peut dire... Je pense pas que ce soit juste une possession démoniaque, mais je trouvais que le principe de possession et de crise collective peut être aussi relié aux esprits en tant que tel, là. Parce que ça pourrait être juste ça. Il y a une norme, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est juste que là, on est dans un contexte hyper religieux, fait que souvent un terme peut prendre plusieurs formes. Oui. Mais c'est juste parler d'une autre langue, puis j'ai trouvé ça très intéressant. C'était très intéressant. On va passer à Montréal. Donc, on s'en vient au Canada. J'ai pas eu le temps de trouver Québec, mais j'ai trouvé 2 histoires de Montréal. Moi, c'est un petit peu plus proche de chez nous, hein, mais éventuellement, le prochain, je vais essayer de trouver sur la ville de Québec. T'en as souvent, je pense que la dernière fois, j'en avais fait 2-3. Oui, pour être plus proche de chez moi. Ouais. Mais là, c'est plus proche de... même là, je suis même plus, je suis entre les deux, là. Bref, c'est l'histoire de Mary Gallagher. C'est une histoire quand même assez particulière. Mary Gallagher, c'était une prostituée de 38 ans qui a été brutalement assassinée et décapitée dans un immeuble du secteur de Griffintown à Montréal le 27 juin 1879. Qui est un immeuble au coin des rues Williams et Murray. Vous allez remarquer, à Montréal, il y a souvent des termes anglophones. C'est normal, il y a des secteurs anglophones, puis il y a des secteurs francophones de Montréal. Oui. Donc, ce crime avait quand même troublé les Montréalais parce que c'est sa meilleure amie, Susie Kennedy, 26 ans, qui a été rendue coupable du meurtre. Vous allez voir, là, je vais expliquer l'histoire au complet. Là. Vous allez comprendre pourquoi ça a trotté dans la tête des Montréalais. Donc, on raconte que les 2 femmes cherchaient des clients. Donc, on se rappelle, c'est des prostituées. Alors que la ville bouillonnait de fêtards qui sont reliés à la fête de la Saint-Jean-Baptiste, qui est la fête nationale ici. C'est une fête où est-ce qu'il y a beaucoup d'alcool. Beaucoup. Je pense que c'est un peu confirmé aussi de son côté, là, peu importe où dans la province. C'est une fête qui est très, très, très fêtée. Quasiment autant que le jour de l'an, le 1er janvier. C'est une fête qui est excessivement très fêtée et ça finit vraiment en comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alcool. Beaucoup d'alcool. Donc, les 2 filles font la rencontre de Michael Flanagan, donc un jeune homme qui cherchait de la bonne compagnie. Donc, on s'entend encore une fois un homme beau, svelte. Et quand on dit bonne compagnie, on s'entend, là, on reste quand même des prostituées. C'est des prostituées. Toutes les 2 travaillent extrêmement fort pour qu'ils deviennent leurs clients pour la nuit. Hein? Oui. Et Flanagan, qui devient très, très intéressé par Marie. Et ça, malgré... Ça, là, c'est un commentaire dans l'histoire, mais malgré qu'elle avait des cheveux gris, tu sais, je veux dire qu'elle était quand même plus vieille, de quand même quasiment une dizaine d'années, même 12 ans de plus que l'autre fille, et que, probablement plus vieille que Michael, tout court. Il y en a qui aiment ça, les plus âgés. Hein. Oui, exactement. Donc, Michael part avec Marie, qui l'amène dans une espèce de bordel, là, et il laisse Suzy en retrait, seule dans l'appartement sur la rue Williams. Suzy est morte de jalousie. Elle est frustrée. C'est pas vrai de dire qu'elle est morte quand je parle d'histoire de fantômes, parce que c'est pas ça, là. Elle est très fâchée, jalouse et en colère. Après 2 journées de débaucherie, Mary et Michael vont à l'appartement du 242 rue Williams, donc son appartement qu'elle partage avec sa colocataire Suzy. Ils arrivent là autour de 6 heures le matin, le 27 juin. Parce que,
faites le calcul, là, on est d'après moi, c'était le 24 à la nuit pour que ça donne le 27 au matin, là, fait que c'est juste... Mais la Saint-Jean-Baptiste, c'est le 24. Fait que C'est ça ça, fait mais un ça peu. doit avoir fêté toute la nuit, plus 2 jours, en tout cas, bref. Oui. Euh, elle apporte, Marie, elle apporte avec elle des bouteilles de whisky et se met à boire avec Michael et Suzy jusqu'à midi. Donc là, ça boit non-stop. Vers midi, la locataire en dessous de leur appartement, donc Madame 3, entend un lourd coup qui ébranle toute la maison et qui fait craquer la maison à quelques endroits. Je pense qu'il y a un petit peu d'exagération là-dessus. Légèrement, oui. Elle entendait un son répétitif de cognement sans arrêt pendant 15 minutes. Alors, elle se demande ce qui se passe dans l'appartement d'au-dessus. Elle sentit quelque chose de lui couler sur la tête et qui était un peu rosé. Ah. Et premier réflexe, et là, je suis pas mère, mais je pense que c'est la dernière affaire que j'aurais faite. Elle envoie son petit garçon de 10 ans voir qu'est-ce qui se passe chez ses voisines d'au-dessus. Moi, j'avoue que ça, c'est un grand manque Mais au niveau il parental. y a quelque chose, là, on recule dans le temps. Là. OK, la limite de t'es assez grand ou t'es trop jeune, t'es pas pareil non plus. Puis je pense qu'il y avait beaucoup de... Tu sais, je vais avoir de l'air bizarre. C'est pas qu'on surprotège, mais des fois, on lit des histoires d'époque, puis tu te dis, wow, jamais il y a quelqu'un d'aujourd'hui qui aurait fait ça à son enfant, ça se peut pas, mais à l'époque, c'était normal. Fait que peut-être que pour elle, il était assez grand, je sais pas. Je veux pas lui donner raison, là, je veux juste expliquer. En 1800, ça se peut que ça soit comme différent. Bref, elle envoie son fils à l'étage et il revient dans les 30 secondes qui suivent, blanc comme un drap, comme on dit ici, donc très pâle. Parce qu'en haut, il y avait un corps qui avait pas de tête. Donc, c'est Madame 3 qui appelle les autorités. Et l'officier qui prend l'appel, lui, explique qu'il manque de ressources pour aller investiguer l'appartement. Hein, ça, c'est le service de police de Montréal de l'époque. Euh, ah, fallait que je la fasse. C'était une blague. Il n'y a pas de problème. J'adore les officiers, c'est pas grave. Là. Ça a pris 10 heures aux policiers pour arriver sur les lieux. Tu sais, c'est sûr que c'est des lendemains de fête, fait qu'il y a des problèmes, il y en avait probablement un peu partout aussi. Là. Ils retrouvent, évidemment, ils retrouvent le corps là, qui est au sol, mais ils retrouvent aussi Suzy qui est couchée dans son lit, tachée de sang, immobile, et la hache ensanglantée au sol à côté d'elle. Et là, on s'entend, là, ça fait 10 heures probablement qu'elle bouge pas. Évidemment, Flanagan est recherché par la police. Mais il n'y a aucun souvenir de ce qui s'est passé parce que, bon, ils ont bu, ils étaient sous. Et il n'y a aucune preuve qui est déposée, en tout cas, aucun lien, aucune accusation qui est déposée contre lui. Et d'ailleurs, c'est les voisins qui étaient quand même assez surpris que quelqu'un aurait fait autant de dommages sur une femme, surtout une fille qui avait 26 ans en état d'ébriété. Ça, c'est... Fait que, tu sais, aussi le rapport homme-femme était un petit peu différent à l'époque, hein? Faut pas l'oublier, ce petit coin-là. Évidemment, Suzy, il y a des signes évidents de maladie psychiatrique. Donc, suite à l'appel de la cour, parce qu'au début, c'était une demande de pendaison. Et Sir John A. Macdonald, le premier ministre, ordonne la restriction sur la peine capitale, mais plutôt une incarcération à vie au pénitencier en Ontario, à Kingston. Ouais. Dans le fond, c'est quand même les premiers cas de psychiatriques qui seront un peu sauvés pour leur maladie mentale. Je veux pas... Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cas parce que, puis tu passes à une peine de mort, à au moins une incarcération. Là, je pense que ça commençait dans ces... Ouais, ben au Canada, on n'a jamais. Tu sais, je pense que la peine de mort, on l'a éliminée quand même assez vite. Ouais. Ce qui est intéressant au niveau du fantôme, parce que là, ça va commencer, c'est que la date pour laquelle, la première fois que Suzy a été comme annoncée pour sa pendaison, qui est le 5 décembre 1879, c'est Michael Flanagan qui est mort en tombant à travers, en ayant une chute à travers de la glace sur le bassin de Wellington. Donc la glace s'est fendue puis s'est noyée. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est le fantôme de Marie qui est venu se venger.
C'est quand même intéressant qu'il est mort la journée de la supposée future pendaison. Quelqu'un devait mourir. Ouais, mais moi, je te dirais, selon les circonstances du meurtre puis l'histoire, je serais pas surprise que c'est lui qui l'ait tué. Puis l'autre fille qui est sur le choc. Mais parce que l'autre fille, finalement, elle a vécu, je pense, une dizaine d'années dans les sous-sols du pénitencier en isolement total. Là. Puis elle est morte d'une maladie que c'est... là, je me rappelle pas c'était quoi. C'était une maladie que, bon, avec l'humidité des sous-sols, tout ça, tu finis par l'attraper. Là, c'est même pas... c'est juste des lieux dégueulasses. Puis, mais je me rappelle pas le nom exact, là, mais c'est comme une maladie pulmonaire. Là, c'est comme une espèce de... Bref. Mais là, ce qui est intéressant, c'est le côté fantôme. Oui, bien sûr. Le fantôme se présenterait au Montréalais à tous les 7 ans. Il revient marcher au coin des rues Williams et Murray chaque 7 ans. Et ça se poursuit. Il y a même des groupes qui ils font comme une espèce d'attrait touristique. En tout cas, c'est spécial. Là. Cette année, ben, la dernière fois qu'il y a eu lieu, c'était en 2019. Là, fait que c'était un petit peu entre deux. Là, mais... ah non, en 2019, on était correct, c'est au mois de juin. Mais donc, le prochain, ça va être en 2026. Donc, ceux qui sont de Montréal et qui sont intéressés à essayer peut-être d'attraper ou d'attraper, plutôt de voir le fantôme de Mary Gallagher, ça serait le 27 juin 2026. Donc, vous avez encore un petit à peu près 5 ans. Là. On va tomber à 4 bientôt, mais encore une couple d'années. C'est toujours au même coin. Donc, c'est un fantôme qui cherche sa tête. Il y a beaucoup de cas de personnes qui l'auraient aperçu. Il y en a un, je pense qu'il pointait des affaires puis elle a retrouvé un pendentif d'ambre dans un arbre, comme ça. Il y a plein de choses mystérieuses sur le fantôme. Le fantôme n'est pas agressif. Il est vraiment juste... Il se présente, il cherche sa tête, puis il pointe. C'est un fantôme sans tête, si je comprends bien. Oui, parce qu'elle a été décapitée de la tête, là. Elle avait plus de tête. Sa tête a été retrouvée dans un bocal dans l'appartement, là. Une espèce de poubelle, là. Je voulais essayer d'éviter tous les détails, là, parce que j'avais tous les détails de l'histoire, puis j'étais comme « Oh, c'est beaucoup, ça! » Ouais, c'est pas nécessaire. Si vraiment vous voulez avoir les détails, vous pouvez toujours aller faire une recherche sur Internet. Ça va nous faire plaisir. Le dernier fantôme, moi, il y a une place spéciale dans mon cœur parce que j'aime beaucoup cet endroit-là, mais en tout cas, j'écoutais souvent ce qu'il faisait. Il y a une station de radio à Montréal qui s'appelle Chaume, qui est une station de radio qui publie, qui fait une radio là, qui met beaucoup de musique rock. Donc, vous n'entendez pas de pop, vous n'entendez pas vraiment du rock, du classic rock. Ils ont aussi, je veux pas aller vanter tout leur passé, l'histoire, c'est aussi une des premières radios où il y a un peu du bilinguisme dedans. Parce que il y avait plein de lois, c'était pas évident d'avoir une radio anglaise, c'était pas évident non plus il y avait la loi 101, tout ça ici. Ils ont quand même réussi à mélanger des trucs. Ils passent des fois de la musique rock francophone. Il y en a moins en moins parce que, bon, il n'y a pas 12 millions de bands, mais ils vont faire les deux. Tant que c'est du rock. D'habitude, c'est un peu ça le but de cette radio-là. Donc, cette radio-là en particulier a une histoire sur un des endroits où ils ont été placés. Donc, au début des années 1970, Chaume ont déménagé dans une maison qui disait hantée. À l'époque, elle était peut-être pas, là, mais dans une maison au 1355 rue Avenue Green. La station de radio, c'était donc dans une maison de 3 étages. Le terme Spirit of Rock, parce que la radio, c'est tout le temps Chaume Spirit of Rock. C'est pas juste pour dire que c'est l'esprit du rock dans cette radio-là, mais aussi parce qu'il y avait un esprit qui vivait avec eux. C'était un peu un hommage interne à ça. Même s'ils ont déménagé aujourd'hui, là, ça reste quand même dans le titre. C'est un endroit où il y avait des plus grandes personnalités du rock qui ont visité. C'est quand que ça bouillonnait, là. On parle de là, quand même 30 ans. Ben là, maintenant 50 ans, là. Fait que ça bouge quand même d'ici là. Les gens venaient passer des fois en entrevue. Les portes étaient quand même ouvertes assez au public. Les gens, ils venaient prendre un coup, faire le party dans un des étages de la maison.
Puis, il y a une entrevue explicative, c'est en anglais, par contre, d'un des animateurs qui fait l'histoire de ce qui s'est passé à Chaume. Puis, il explique que même au début, là, dans cette maison-là, ils enregistraient, puis on entendait les voitures de police passer ou le chien du voisin qui jappait. Des trucs comme ça. C'est super intéressant. Si vous aimez la radio, en tout cas. Juste avant, des années avant qu'ils prennent possession de cette bâtisse-là en particulier, le propriétaire avait connu un suicide au 3e, portant, selon les rumeurs, une espèce de vieux chandail vert foncé, je me rappelle pas comment on dit ça en français, là, comme un sweater, un coton ouaté. Un coton ouaté? Pour nous autres, on appelle ça comme ça. En France, je suis sûre qu'il y a un autre terme, mais on va dire un chandail vert. On va se comprendre avec ça. Ben, c'est comme un chandail chaud. C'est Ouais. un chandail chaud. Et la pièce où a eu lieu le suicide pour Chaume, c'était la librairie musicale. Donc, dans le fond, eux, il y avait une grosse petite librairie qui allait chercher tous leurs disques. Là. On s'entend, là, on recule. Là, on n'était pas avec les MP3. Là. Donc, ça, c'était leur endroit. Ça a commencé à avoir les apparitions. Donc, il y avait un miroir entre le 2e et le 3e étage quand vous montiez les escaliers. Il y a un des animateurs qui aurait vu un homme avec un chandail vert lui faire un sourire. Il y avait aussi une fissure dans le miroir. Puis à chaque fois qu'elle s'était réparée, elle recraquait. Il y en a beaucoup qui disaient « Oui, mais c'est une vieille maison. Une maison, ça bouge. » Fait que il était trop serré, le miroir. Fait qu'à chaque fois, il craquait. Mais c'est quand même assez impressionnant qu'à chaque fois, il craque. pas juste une fois. Mais bon, on avait vu ça dans les cas des dernières maisons hantées, dans l'autre podcast, oui. Comme quoi il y avait des mains ou des trucs sales qui revenaient à chaque fois, même si c'était lavé. Des fois, ça peut arriver, des trucs comme ça. Quand les animateurs partaient de leur salle d'enregistrement, puis revenaient, il y avait des objets qui changeaient d'endroit. Il y en a qui voyaient des apparitions dans les escaliers. Il y avait des sévères courants d'air. Froid, là, tu sais, mettons d'un coup, t'as une petite brise dans le cou, là. Le Daniel Richler, qui était un des animateurs, il a aperçu un spectre sur sa chaise d'enregistrement alors qu'il revenait des toilettes. Fait que quelqu'un qui rentrait dans la pièce, ça fait quelqu'un assis à son poste, puis doucement, le fantôme a disparu. C'est impressionnant. Oui, il y a des animateurs qui ont décidé de refuser d'être seuls dans le bâtiment, qui avaient peur. Il y avait de plus en plus de plaintes et les producteurs comprenaient rien. Les propriétaires, en tant que tels, comme, tu sais, ben voyons, là, ça se peut pas, on s'entend. Il y en a qui ont quitté leur emploi parce qu'ils avaient trop peur, parce qu'ils voulaient plus travailler dans ces circonstances-là. Je pense que ça arrivait principalement de nuit plus que de jour. Probablement que de jour, il y avait plus de personnes, fait que c'était peut-être un peu moins stressant à ce niveau-là, mais là, on parle, tu sais, souvent de minuit à 5 heures du matin, ou peut-être plus 4, là, parce que des fois, t'as le morning man qui arrive quand même assez tôt, là, mais les heures qu'il n'y avait pas beaucoup d'écoute, là, que normalement, ouais, on dort. C'était une personne qui était dans le building, là, c'était pas 40. On entendait aussi la nuit quelqu'un marcher dans la maison. Fait que t'étais tout seul, tu faisais ta musique, puis là, d'un coup, t'entends quelqu'un dans la maison. Fait que là, tu te sens pas bien. Et c'est tous des trucs comme ça qui... Surtout que, tu disais que la maison était vieille, ça devait craquer. Mm-hmm. Non, mais il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et finalement, ils ont décidé de faire une séance dans la librairie musicale. C'est une des personnes quand même hautement placées chez Chaume qui était là. Je sais pas si c'était copropriétaire ou directeur artistique, je pense. Puis c'est un endroit où est-ce qu'il essayait des trucs. C'est ça que je trouve ça bien. Il osait aller peut-être à des places que normalement n'importe qui aurait fait. Ben non, j'ai pas besoin de faire une séance. Ben eux, ils l'ont fait. Les portes étaient closes, puis les chandelles, une à une, se sont éteintes. Comme dans les films, là. Touc, 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 touc. Donc, ils ont décidé que ça se finissait là, hein? La personne, elle explique en entrevue, parce que c'est le fun, parce qu'ils sont encore vivants. En tout cas, la plupart des personnes qui ont vécu ça, beaucoup en tout cas, sont encore vivants pour en parler. Donc, ils décident de déménager pour clore la boucle. Un 31 octobre, juste avant de déménager, ils ont décidé d'organiser une chasse aux fantômes. Donc, tous les animateurs, toutes les personnes qui se présentaient devaient porter un drap en l'honneur du fantôme de Chaume. Puis, il y avait chacun une petite map avec tous les endroits qui étaient le plus hantés dans le building. C'était une façon pour eux d'honorer le fantôme qu'ils ont suivi parce que
il y en a beaucoup qui disent que le fantôme il appréciait la musique, parce que sinon, il aurait fait plus de troubles que ça, mais je pense que c'était plus comme pour dire qu'il est là, puis qu'il appréciait l'espace, hein. Euh, donc, c'est comme un méga hommage qu'ils ont fait. Après, ils ont fermé les courants, tout ce qui est électrique, ils ont barré les portes, et ils déménagent le lendemain, donc ils n'ont jamais remis le pied après. De toute façon, ils n'ont pas pu parce que la maison elle est partie dans un incendie quelques jours plus tard. Ah, c'est pas OK. hot, ça? Non, ouais, c'est quand même quelque chose, parce qu'on connaît la source, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, t'as dit qu'ils ont fermé le courant, là, fait que ça peut pas être nécessairement un Non, feu c'est ça, d'origine ils ont électrique. tout fermé, ils ont fermé à la clé. J'ai pas vu de... C'était pas mentionné, euh, ou que ça a reparti, mais là, éventuellement, c'est mort. Il n'y a pas personne qui a jeté de cocktail Molotov sur une bâtisse fermée, là. Mais, je sais pas, il y a quelque chose qui a fait un spark, puis Oh, c'est plus de maison. Ouais. Puis les le gens mystère. qui en reparlent, les animateurs, parce qu'ils en parlent des fois, il y a un des points. C'est sûr que vous devez peut-être parler anglophone par contre pour suivre, là, mais il y a Terry et Ted qui font un show avec euh, Poseidon. En tout cas, c'est sur YouTube ou des podcasts. C'est les Morning Men. Et ils racontent tout lorsqu'ils ont vécu à ce radio-là et font souvent mention du fantôme de Chaume. Si vous le tapez sur Internet, vous allez voir. Chaume, en passant, c'est C-H-O-M, là. Euh, c'est euh, c'est vraiment intéressant. Moi, je trippe, puis on dirait que c'est comme si le fantôme avait fait bon, ben c'est la fin de la boucle, puis il a mis le feu. S'ils sont plus là, j'entendrai plus de musique, c'est fini là, moi C'est je mets le fini. feu puis je m'en vais. Je trouve ça, c'est des belles petites histoires. Là, je trouvais ça intéressant aussi, changer d'endroit. Je vais essayer le prochain, parce que je pense que ça devrait être une belle tradition qu'on fasse un podcast sur les maisons hantées à chaque saison au moins. Oui, ben c'est toujours Mais, intéressant à entendre, puis il y en a tellement, tellement, tellement partout dans le monde. Fait que je crois qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet-là. si jamais vous décidez de parler d'une des histoires que vous connaissez ou même quelque chose que vous avez vécu, vous êtes toujours encouragé à le faire sur sorcellerie.net, dans la section paranormale. Là, ça va me faire un plaisir de lire ça. Peut-être même voir là, si on a assez de cas spéciaux. On pourrait faire un spécial membre où chacun nous Oui, raconte ce qu'ils ont vécu ou des trucs. Ça peut être bien, ça aussi. ah, ça serait génial. Hmm. Sur ça, moi, je crois on va vous laisser, vous laisser avec ça. Je pense que attends, c'est la dernière de la saison en plus. Ah, oh, oh non! Oui, on va vous laisser. Ah, Généralement, on se prend à peu près un mois de repos. Juste se recharger les batteries, vous retrouvez des nouveaux sujets. Si jamais vous avez des suggestions, faites-nous signe. Probablement, quand que vous allez vous recevoir le podcast, on va être déjà en train de travailler sur la saison 3 avec les délais. Mais oui. si jamais il y a quoi que ce soit, vous avez besoin que- vous voulez qu'on parle de quelque chose, juste nous faire signe. On vous rappelle aussi que vous pouvez toujours nous encourager avec les Patreons. Vous pouvez passer sur le site. C'est le meilleur encouragement que vous pouvez faire, c'est nous dire coucou sur le site. Venez vous voir sur le chat en direct si vous êtes quelqu'un qui préfère parler live avec nous. On a aussi tous les samedis des live streams, donc sur Twitch à suivre. Et je pense que j'ai fait le tour. Oui, Spotify pour le podcast, mais vous êtes probablement déjà là. ou sur YouTube, venez nous suivre sur Oui, YouTube, on met des vidéos, les podcasts sont inclus et tout. Donc, tu sais, YouTube, vous pouvez voir ce qu'on fait. Twitch, l'avantage, c'est que vous pouvez discuter avec nous en direct pendant la présentation. Si vous avez des questions, ça peut toujours s'ajouter aux vidéos. Donc, faites juste nous suivre pour que vous ne manquiez aucun des éléments que nous, on produit. fait qu'on vous souhaite une excellente semaine, puis on se revoit la prochaine fois. Au revoir! Ben, à la saison 3. Au revoir!